Bienvenue dans cette nouvelle exploration. Aujourd'hui, on se penche sur un texte assez fascinant, le chapitre 4, l'adaptabilité face au changement universel. Notre objectif, c'est de décortiquer un peu cette idée de la vérité qui change tout le temps et l'importance d'être flexible dans sa tête. Et ça commence fort, avec une distinction clé que fait l'auteur, n'est-ce pas ? Absolument. Il met d'emblée une différence sur la table. D'un côté, les vérités qu'il appelle constructives, celles qui, nous font avancer, nous font grandir, et de l'autre, celles qui nous enferment, qui mènent à la stagnation. Et l'invitation, c'est d'abord de juste observer, regarder l'info qui arrive, sans se précipiter pour juger, un peu comme un constat, avant de se dire « Ok, ça me sert ou pas ». C'est un premier pas important, je trouve. Observer sans jugement immédiat. Ouais, ça demande déjà une certaine gymnastique mentale. Mais alors, le texte ne s'arrête pas là, il remet en question la notion même de vérité stable. C'est vraiment le cœur du chapitre, oui. L'auteur avance que même les idées, les vérités qui nous paraissent les plus solides, elles sont en mouvement, constamment. Elles dépendent énormément du contexte. Où on est, à quelle époque, dans quelles circonstances. C'est très lié. Et si on ne capte pas cette relativité, on risque de rester figé, de s'accrocher à des certitudes qui ne sont plus valables. Oui, comme essayer de naviguer avec une vieille carte. C'est un peu ça. On passe à côté de l'évolution possible. Et c'est là que ça devient vraiment intriguant, presque un peu déstabilisant. L'auteur partage ce principe qu'il a découvert, tout est vrai. Alors ça, comment on doit le comprendre ? Ça paraît contradictoire au premier abord. Oui, c'est une formule choc, faite pour nous bousculer un peu. Il ne dit pas que tout est factuellement exact, genre 2 + 2 = 5. Plutôt que chaque point de vue, chaque croyance, chaque vérité vécue par quelqu'un, elle a sa logique, sa validité dans son propre cadre. Il raconte ses voyages où il a vu des réalités, des coutumes, des façons de penser, parfois très différentes, voire opposées. Mais pour les gens qui vivaient dedans, ça avait un sens, ça fonctionnait. Et c'est de cette expérience qu'il tire que si tout est vrai, dans ce sens contextuel, alors tout est possible. D'accord. Donc accepter tout est vrai, compris comme ça, ce serait une manière de lâcher un peu cette pression de trouver la vérité absolue, le Graal. Semble limitée ou juste une étape, elle a une fonction. Elle valide une expérience, elle donne un cadre. C'est utile pour quelqu'un, quelque part, à un moment donné. Et attention, ce n'est pas juste accepter passivement. L'auteur suggère que ça libère une énergie folle, celle qu'on mettait à juger ou à combattre, une énergie qu'on peut réinvestir pour soi. Ça me fait penser à une autre idée forte du texte, cette tension qu'on peut vivre quand on est dans un milieu dont les vérités ne nous parlent plus. C'est décrit comme difficile, mais essentiel. Dans ce frottement, cette confrontation, qu'on se définit vraiment, qu'on affine son identité. On comprend ce qu'on est en contraste avec ce qu'on n'est pas, ou plus. Et c'est parfois une étape nécessaire pour avoir la force de bouger ensuite, de choisir un autre contexte. Et si on suit cette logique de « tout est vrai », contextuellement, j'insiste, ça devrait calmer pas mal de conflits finalement, si chaque point de vue a sa place. C'est l'implication la plus forte, je crois. Si on intègre vraiment ça, que chaque vérité est valide pour la personne qui la vit, dans son monde à elle, alors le fameux vivre et laisser vivre, ça devient plus qu'une formule. C'est un respect réel pour la diversité des parcours. Pas juste une tolérance un peu distante. Ça désamorce le besoin de vouloir absolument convaincre l'autre, de le ramener à notre vérité. Et c'est de là, dit l'auteur, que vient la légèreté de l'être. Pas une légèreté superficielle, mais un allègement. Moins de poids, moins de conflits internes et externes, plus d'ouverture. Concrètement alors, qu'est-ce qu'on fait de ça ? Accueillir la différence pas comme un problème, mais comme une information ? Une richesse ? Une richesse, voir la diversité des opinions, des modes de vie comme autant de couleurs sur la palette de la réalité. C'est complexe, c'est fascinant. Le texte suggère que les grandes vérités, disons universelles, si elles existent, elles doivent pouvoir intégrer toute cette multitude de petites vérités changeantes, individuelles, collectives. D'ailleurs, il suffit de regarder un peu en arrière pour voir ça, Oui, c'est vrai. Il parle de ces combats qu'on a menés pour des vérités jugées vitales à une époque. Et qui aujourd'hui nous semblent parfois dépassés, voire un peu ridicules. Des principes moraux gravés dans le marbre, des rites sociaux, même des certitudes scientifiques. Tout ça, ça évolue, ça change avec le temps, le contexte culturel, les nouvelles découvertes. Ça invite à une certaine humilité sur nos propres certitudes actuelles, je trouve. Donc, pour résumer un peu cette plongée,
L'invitation principale, c'est vraiment de cultiver la souplesse mentale, d'accepter que les vérités sont relatives, qu'elles dépendent du contexte, et peut-être d'essayer cette idée un peu folle que tout est vrai dans son cadre, comme un outil pour évoluer soi-même et pour mieux comprendre ce monde si divers. C'est une clé, je pense, pour naviguer les changements ou juste pour comprendre des points de vue qui nous échappent. Une invitation à plus de légèreté, moins de rigidité. Absolument. Et ça nous laisse peut-être avec une question, une petite chose à laisser mûrir après notre discussion. Si tant de certitudes passées, défendues parfois bec et ongles, se sont révélées être des vérités de circonstance, lesquelles de nos convictions d'aujourd'hui, celles qui nous semblent les plus solides, nos piliers, lesquelles pourraient un jour être vues avec la même surprise ou peut-être la même incompréhension par ceux qui viendront après nous? C'est une pensée qui donne à réfléchir, non ?